Bonjour et bienvenue sur le canal. Après une journée tranquille de visite à Colmar, nous prenons de nouveau l'automobile et en 15 minutes nous nous trouvons déjà à notre prochaine destination, Ricquewihr, petite ville d'environ 1200 habitants et qui se trouve également dans la route des vins de l'Alsace. En ce qui concerne le parking, les options sont toutes payantes, bien que le plus recommandé soit de se garer dans le parking de Vigneron, qui se trouve en face de la mairie et par lequel nous pouvons commencer la visite. L'ancienne mairie était située dans le centre de la population et a été démolie en 1798. Le nouveau bâtiment de style néoclassique a été construit en 1809, près de la porte basse démolie en 1808. De là, nous entrons dans la rue principale, la rue Générale de Gaulle, qui traverse la population de l'Ouest. Le long de cette rue, la rue Générale de Gaulle, avec des constructions typiques du style alsacien, nous pouvons voir en premier lieu la maison Schickard, construite en 1606 par Heinrich Schickard, architecte au service du duc Frédéric I de Guttemberg. Très proche nous trouvons le gratte-ciel, qui avec ses 5 étages et 25 mètres de hauteur, est l'une des maisons de bois les plus hautes d'Alsace. Comme toutes nos visites au village d'Alsace, il est impératif de se perdre dans les rues et les ruelles qui sortent de la rue principale, comme la rue de la Couronne, où nous rencontrons le manoir d'Isler, un manoir construit en 1610, dans le style Renaissance. On remarque à l'intérieur de Ricquewihr dans n'importe quelle rue ou rue, la quantité de cours, dans lesquelles on peut observer de grandes maisons seigneuriales. Nous revenons à la rue Générale de Gaulle et depuis le bureau de tourisme, nous continuons notre promenade le long de la rue. Très proche de l'office de tourisme nous trouvons l'un de ces curieux cours, le soi-disant palais des nobles de Berchem, dans la maison qui se trouve au fond de la cour et qui date de 1523, nous pouvons observer une horloge solaire qui orne la tour octogonale. En suivant notre parcours par la rue Générale de Gaulle, nous arrivons au Dolde, qui en Alsace signifie le point le plus haut, le sommet, et qui remplit les fonctions de clocher comme tour de garde ou porte de la partie haute de la ville, étant le monument le plus emblématique de Ricquewihr, construit en 1291 et qui a une hauteur de 25 mètres. Autour de lui, dans la rue Générale de Gaulle, je peux observer tout un échantillon de caractéristiques maisons alsaciennes avec leurs trames en bois. Avant de revenir au point de départ,
Comme nous l'avons toujours dit, il est recommandé de se perdre dans les différentes ruelles qui sortent de la rue principale et qui nous montreront le charme de cette petite villa médiévale. Nous avons quitté Rijkwier et comme il nous reste encore un peu de temps avant le coucher du soleil, nous avons décidé de visiter la vallée du Münster, qui coule le long de la rivière Fecht. Cette vallée, située au cœur de l'Alsace, est l'une des plus grandes et les plus belles vallées de la partie alsacienne des Hautes-Vosges et dans laquelle, entourée de collines et de petites montagnes, il est un véritable plaisir de conduire, offrant aux visiteurs une gamme variée de couleurs, selon la saison de l'année où vous visitez. La vallée du Münster se compose de 16 termes municipaux, dans lesquels Münster est la capitale du canton et nous voulons une visite très rapide avant le coucher du soleil. Münster, qui compte environ 5000 habitants, se trouve au centre de la vallée dans une zone connue comme la Petite Suisse, pour ses caractéristiques géographiques et avec des particularités humaines telles que celle du mode de vie des montagnards appelés Malker ou un dialecte spécifique local, en plus d'être le centre originaire de production de fromage avec dénomination d'origine Münster. En ce qui concerne le parking de la salle des fêtes et le parking du marché sont gratuits et vous pouvez vous garer sans problème. Comme d'habitude, vous avez laissé l'emplacement Google Maps du parking. Nous nous sommes arrêtés sur la place du marché et nous avons été accueillis de manière assez bruyante. La place du marché est le cœur historique de la ville, et comme la visite de Münster sera très courte, nous centrerons la visite dans les environs de cette place. Nous y verrons sa mairie construite en 1550 dans le style de la Renaissance et dont la façade a été classée monument historique en 1928. De l'un des côtés de la place se trouve l'édifice le plus remarquable de tout Münster, l'église protestante, construite entre 1867 et 1873 dans le style néo-romain. Enfin, notre visite rapide nous rapproche des ruines de l'abbaye bénédictine Saint-Grégoire, fondée vers l'an 660 et vendue comme propriété nationale, fermant ses portes en 1791. C'est l'une des plus anciennes abbayes d'Alsace et Münster lui doit son nom et son existence. Nous terminons ici notre visite rapide à Münster, pour le lendemain aller à l'un des endroits qu'il est impératif de visiter lors d'un voyage en Alsace. L'aube est nuageuse et assez froide, mais cela ne nous prive pas de visiter un château de 9 siècles d'histoire, situé à un point stratégique au sommet d'une montagne. Nous parlons du château de Hohenkönigsbourg, dont la silhouette s'élève majestueuse sur toutes les plaines de vignes. Édifié au XIIe siècle, ce château a été pendant des siècles le témoin de conflits et de rivalités entre seigneurs, rois et empereurs, et passer par la porte du château de Hohenkönigsbourg, c'est comme entrer dans l'univers du Moyen Âge. Au fur et à mesure que nous montons sur la route vers le château, les températures baissent et nous recevons la neige, qui se font remarquer à la fois dans les canyons et dans la coupe des arbres.
situé à une hauteur de 755 mètres au-dessus de la montagne Stauffenberg, qui s'étend de l'ouest à l'est sur la plaine. La première fois que ce château est mentionné est au XIIe siècle. Cet éperon rocheux se trouvait à l'intersection d'importantes routes commerciales, la route du blé et du vin, du nord au sud et la voie du sel et de l'argent d'ouest à est. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez aucun problème car il y a plus que suffisamment de places de parking sur la route d'accès au château. Depuis les accès, nous avons un panorama incroyable de toute la plaine qui entoure le château, ce qui dénote son importance stratégique, comme l'a découvert Frédéric de Hofesthofen, appelé le Taureau, duc de Suavie, pouvant observer dans les jours les plus clairs toute l'étendue alsacienne, la forêt noire et même les Alpes. En ce qui concerne le prix de l'entrée, il a un prix maximum de 9 €, qui comme nous allons découvrir pendant la visite vaut la peine de payer. Après avoir acheté les entrées correspondantes, nous accédons au château par la porte où se trouve l'écureuil des armes des Tierstein, auquel il a été donné en 1479 comme feu par les Habsbourg et qui l'ont reconstruit et doté d'un système défensif adapté à l'artillerie. Nous entrons ainsi dans la cour basse, qui contient à droite les cadres et l'ensemble des bâtiments qui fournissent l'autonomie du château, et au centre la reproduction d'une fontaine du XVe siècle consacrée à Eguissem. Le seul accès au bâtiment se fait par la tour et ensuite par une échelle protégée par des tronçons. Une porte et un pont élevés sur la fosse nous permettent d'entrer déjà dans le bâtiment. Nous arrivons ainsi à la cour, où nous trouvons un puits de 62 mètres de profondeur, et les caves, où l'on peut voir une exposition de la reconstruction du château au début du XXe siècle par Guillaume II. Nous passons ensuite à la cour intérieure, où se trouvent les cuisines, dans lesquelles on conserve encore un grenier et 2 cheminées. Par un escalier polygonal, nous accédons déjà au 2e étage, où nous trouvons plusieurs salles. Dans l'une des salles, la soi-disant salle du Kaiser, nous pouvons voir sur le toit une aigle impériale et les blasons, qui marquent le caractère politique de cette pièce. Comme curiosité de nombreuses salles, nous trouverons des poêles en céramique décorés avec des carreaux de différentes couleurs.
Une autre des salles est l'appelée chambre lorraine, dont le mobilier provient de cette province et a été offert par les Lorrains à l'empereur. Par une échelle de carapace, nous descendons au premier étage, où la première chose que nous trouvons est la chapelle, avec sa tribune et une ouverture latérale qui permet de recevoir les fidèles. De la chapelle, nous accédons à la soi-disant salle des trophées de chasse, profondément ornée de différents trophées de chasserie sur ses murs. La salle suivante est la salle des armes, où se présentent différentes alabardes, épées, balestes et armures, ainsi qu'une reproduction d'une imposante poêle de céramique vernisée en couleur verte. Nous quittons ces salles du premier étage par un pont-levain, qui traverse la fosse pour séparer le bâtiment et du jardin. Depuis les jardins, nous avons accès au grand bastion qui a été construit pour servir de protection et assurer la défense du bâtiment. Dans le grand bastion, nous trouvons à nouveau une exposition avec des photographies et des éléments de la reconstruction du château, qui nous donne une idée de l'état si ruineux qu'il se trouvait lorsqu'il a commencé à reconstruire. Derrière une échelle, un pont-levain permet l'accès à la plateforme d'artillerie. Dans la monumentale tour sud, les ouvertures offrent une vue merveilleuse sur les forêts et sur la plaine, et depuis la tour nord du Grand Bastillon, deux châteaux, celui d'Ortembert et celui de Frankenbourg, s'étendent sur les sommets voisins. On peut aussi admirer les vallées où passaient les convois de marchands, comprenant ainsi parfaitement le rôle stratégique du château. La plateforme est équipée de reproductions de canons montrant l'évolution de l'artillerie du XVe au XVIIIe siècle. Nous avons terminé la visite dans les lignes du côté nord, construite comme un couloir qui facilitait les mouvements de la garnison, et qui pouvait héberger certains services, en plus d'augmenter la profondeur de la défense.
Nous terminons notre visite avec un certain regret car nous avons pratiquement terminé notre visite en Alsace, mais en même temps avec une certaine émotion, car nous allons commencer très bientôt la visite de la Forêt Noire.